Bonjour, ici Julie et Claire. Bienvenue sur EndoEd, le podcast pour s'informer et mieux vivre avec l'endométriose, publié tous les premiers mercredis du mois. Dans cet épisode 2, notre invitée est Fanny, une naturopathe avec qui nous discuterons de comment et pourquoi la naturopathie peut être une véritable alliée pour apprendre à connaître son corps, mieux supporter les douleurs chroniques et trouver son équilibre. La naturopathie est une invitation à prendre soin de soi et de sa santé, tout en douceur et en naturel. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de EndoEd. Nous accueillons Fanny, une naturopathe qui va venir nous parler de la naturopathie et de l'endométriose. Bonjour Fanny. Bonjour. Merci d'être là avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditrices et nos auditeurs? Oui, alors moi je suis naturopathe depuis 3 ans. J'ai fait mes études à l'École d'enseignement supérieur de naturopathie du Québec, donc à Montréal. Et depuis 2 ans, je fais mes études en ostéopathie. Sinon, je viens de la France. J'ai fait un bac de psycho là-bas et ça fait 10 ans maintenant que je suis ici. Ah, d'accord. Super. Et parle-nous en fait, parce que je pense que c'est quelque chose qui est un peu méconnu. J'aimerais savoir en quoi consiste la naturopathie. Donc, la naturopathie, c'est une méthode naturelle pour soulager les symptômes et pour rétablir le bon fonctionnement du corps humain. Donc, les principaux outils qu'on utilise, c'est l'alimentation, les vitamines, les plantes sous forme de capsules, de suppléments. On va vraiment essayer de comprendre le plus possible l'origine des troubles de santé. Donc, vraiment aller au plus proche des causes des soucis de santé. Puis, dans les autres outils, on peut utiliser des tests fonctionnels. Donc, par exemple, des tests d'intolérance alimentaire, des tests du microbiote intestinal. Donc, ça aide à avoir un portrait un peu plus biochimique de la personne. Puis, ça nous permet donc d'aller un peu plus en profondeur par rapport aux causes des soucis de santé. Donc pour moi, c'est vraiment important d'intégrer aussi la recherche scientifique dans mon approche parce que c'est ce qui fait en sorte que les patients ne vont pas perdre leur temps. Ça prouve l'efficacité aussi des suppléments qu'on va recommander. Puis je pense aussi que ça peut apporter un peu plus de crédibilité de la naturopathie aux yeux de la médecine traditionnelle et aux yeux du public parce que je pense qu'il existe encore beaucoup de fausses perceptions sur la naturopathie. Je pense aussi, puis c'est pour ça que c'est important pour EndoEd de t'accueillir ce matin, parce que je pense que si nos auditrices et les gens qui nous écoutent veulent en savoir plus, je pense qu'il fallait aller à la source, en fait. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment se déroule une consultation en naturopathie? Donc, tout d'abord, il y a la première visite où est-ce qu'on va faire une anamnèse. Donc, on prend en note tous les symptômes, tout ce que la personne va nous décrire en rapport avec ses soucis de santé. Donc, on parle de ses antécédents médicaux, ses antécédents familiaux. On fait la revue des systèmes aussi, le système respiratoire, digestif, hormonal, nerveux. On prend en compte ses habitudes de vie, donc sa gestion du stress, son sommeil, son alimentation. Donc pour vraiment avoir un portrait un peu plus global de la personne. Et puis, suite à l'anamnèse, on va faire des recommandations naturopathiques. Donc, moi, personnellement, j'en fais pas trop à la fin du premier rendez-vous parce que j'aime bien faire des recherches entre 2 rendez-vous pour, donc, au deuxième rendez-vous, arriver avec des recommandations un peu plus individualisées. Donc, c'est ça aussi l'approche importante en naturopathie, c'est vraiment d'y aller au cas par cas parce que chaque personne a son histoire, a ses propres symptômes. Donc, ça reste très spécifique à la personne. Et puis, je dirais qu'en moyenne, on va voir la personne peut-être 4-5 fois, mais tout dépendant encore des soucis de santé de la personne. Tu sais, si elle a une maladie chronique, on peut la voir sur le plus long terme. Mais en général, les suivis, ça aide à réajuster les recommandations qu'on a données, à s'assurer que la personne, elle suit efficacement la prise de suppléments, par exemple, ou si elle a besoin d'idées par rapport à des recommandations alimentaires, etc. Puis, de façon générale, pour un suivi un peu plus global, moi j'aime bien revoir les patients 1 à 2 fois par année parce que c'est sûr qu'il y a des changements au cours de la vie qui peuvent amener de l'insomnie, du stress, de l'acné, tu sais, puis
Je pense que c'est bien de prévenir un petit peu ces symptômes pour pas qu'ils deviennent des soucis de santé chroniques. Et puis c'est ça, pour réajuster certaines habitudes de vie. Et puis la prévention, c'est aussi un peu la clé en naturopathie. Sauf que c'est pas vraiment la réalité. Les gens... En fait, la naturopathie, elle a une démarche préventive par tradition, sauf que en réalité, la plupart des gens viennent nous voir quand ils ont vraiment des soucis de santé depuis très longtemps et qu'ils ont été voir plusieurs thérapeutes, puis ils n'ont pas nécessairement trouvé les réponses. Donc, on fait avec ce qu'on a à partir de là, puis c'est ça. Parfait. Est-ce que tu pourrais me dire, parce qu'en fait, je trouve qu'elle est là un peu la clé pour vraiment comprendre et pour faire une différence pour les gens qui nous écoutent, en quoi la naturopathie est différente ou complémentaire à la médecine traditionnelle? En fait, je dirais que c'est vraiment... la naturopathie, elle doit être vue comme une approche complémentaire et pas comme une approche alternative. Parce que le diagnostic, les examens médicaux, les suivis médicaux, c'est super important. Donc nous, on travaille plus conjointement avec la médecine traditionnelle. On prend en compte un aspect plus global de la santé de la personne. Donc justement, les habitudes de vie, donc le sommeil, l'alimentation, les antécédents familiaux. C'est des choses peut-être que la médecine traditionnelle prend pas nécessairement en compte. Donc nous, on va travailler plus en parallèle là-dessus. Fanny, j'aimerais un peu parler de comment en fait le corps féminin fonctionne, mais pour ma première question, ça serait plutôt que tu m'expliques un peu la différence entre l'équilibre et le déséquilibre hormonal. Donc, chez la femme, on retrouve 2 hormones sexuelles principales, les oestrogènes et la progestérone, qui sont produits par les ovaires. Ces hormones, elles permettent d'assurer des rôles majeurs comme la reproduction, les menstruations, l'apparition des caractères sexuels féminins. Elles peuvent influencer aussi la santé de la peau, des os, notre humeur, le sommeil, etc. Pour être en bonne santé hormonale, donc avoir un bon équilibre hormonal, je dirais que déjà il faut que ces 2 hormones soient produites et aussi dans un certain ratio, donc qu'elles soient équilibrées l'une par rapport à l'autre. Si ce n'est pas le cas, on peut avoir des symptômes qui peuvent apparaître de déséquilibre hormonal, comme des menstruations irrégulières, le syndrome prémenstruel, donc les symptômes qui surviennent juste avant les menstruations, les symptômes de la ménopause, ou par exemple le syndrome des ovaires polykystiques, qui est un peu plus spécifique, mais qui concerne un déséquilibre hormonal aussi. Et j'imagine qu'il y a un impact de l'environnement extérieur sur notre santé hormonale. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça? Oui, alors dans l'environnement extérieur, on retrouve des substances qui peuvent interférer avec nos hormones. En fait, on les appelle les perturbateurs endocriniens. C'est des substances chimiques qui vont imiter l'action de nos propres hormones et elles peuvent bloquer aussi l'action de ces hormones, de nos propres hormones. Dans les perturbateurs endocriniens, il y a des substances qui vont justement imiter le rôle des oestrogènes qu'on produit. On les appelle les xénoœstrogènes. Et les xénoœstrogènes sont impliqués dans l'endométriose en fait. Ils vont stimuler la croissance du tissu endométrial et à partir de l'endomètre, ils vont stimuler aussi sa migration hors de la cavité utérine. Les perturbateurs endocriniens, on les retrouve malheureusement dans notre environnement vraiment beaucoup, donc dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit. On pense notamment au bisphénol A, aux phtalates qu'on retrouve dans les plastiques, aux parabènes dans les cosmétiques. Il y a des lois qui existent, des réglementations pour limiter en fait dans les produits donc la présence des perturbateurs endocriniens, mais le problème c'est qu'il y a un phénomène d'accumulation. Au fur et à mesure, on va en avoir de plus en plus dans le corps et c'est pas quelque chose qu'on élimine facilement en fait. De façon générale, les perturbateurs endocriniens peuvent avoir des effets négatifs sur l'organisme comme, en fait, ils sont associés au développement de certains cancers. Donc, ils touchent des tissus ou des organes qui vont soit produire des hormones ou recevoir ces hormones. Donc, la thyroïde, la prostate, l'utérus, etc. Et puis, il peut avoir un effet aussi au niveau du développement du système nerveux, de la reproduction, donc la fertilité.
De façon générale, vu qu'il y a un lien avec des perturbateurs endocriniens avec l'endométriose, c'est quelque chose que j'aborde avec mes patientes qui en souffrent et on procède en fait, parce que c'est possible de limiter notre exposition aux perturbateurs endocriniens. L'idée, c'est vraiment d'y aller étape par étape, parce qu'il y en a un peu partout maintenant. Donc, commencer par exemple, filtrer son eau, acheter des produits cosmétiques, des produits ou des produits ménagers naturels. Essayer d'acheter des aliments biologiques parce que les perturbateurs endocriniens se retrouvent dans les pesticides. Donc on les retrouve dans les fruits, les légumes, la viande, etc. Et puis moi j'aime bien une liste en fait, la liste Clean 15 Dirty Dozen, qui a été créée par un groupe environnemental américain qui s'appelle EWG. Chaque année, ils mettent à jour la liste des 12 fruits et légumes les plus contaminés en pesticides et les 15 fruits et légumes les moins contaminés. Okay. Et donc, ça permet de faire un choix aussi en termes financiers pour se dire, je vais privilégier d'acheter des fruits et légumes biologiques pour ceux qui contiennent le plus de pesticides. J'imagine que cette liste-là, elle est disponible sur Internet? Oui, tout à fait. Sur leur site. Et elle est mise à jour à chaque année, puis celle de 2019 est sortie en mars, donc elle est toute récente. Est-ce que tu pourrais aussi nous parler, parce que j'imagine que les émotions, l'impact émotionnel a quand même quelque chose de très fort sur notre santé et on s'en rend peut-être pas compte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'impact émotionnel sur notre santé? Oui, en fait, je dirais que principalement le stress chronique, comme ce que la plupart des gens ont tendance à vivre maintenant à notre époque, ça peut notamment aggraver les symptômes de l'endométriose parce que ça crée de l'inflammation en fait dans le corps. Donc c'est sûr qu'en naturopathie, on a des outils pour apprendre à mieux gérer le stress. Donc notamment, moi j'utilise des plantes, des huiles essentielles pour aider avec ça. Sinon, j'aime beaucoup la technique de la cohérence cardiaque, qui est un outil pour permettre de mieux gérer le stress. En fait, il existe des applications qu'on peut avoir sur notre cellulaire pour respirer à un certain rythme et ça va être chronométré à nos battements cardiaques. Donc ça a tendance à vraiment nous calmer. C'est un outil très simple qu'on peut faire plusieurs fois par jour. Puis ça a été démontré aussi scientifiquement pour réduire l'hormone du stress principal, le cortisol. Et puis bien sûr j'aime bien le sport aussi pour la gestion des émotions, etc. Mais encore une fois on y va avec la réalité de la personne. Si la personne qui souffre d'endométriose a de la fatigue chronique, c'est peut-être pas du sport qu'on va parler tout de suite. Donc c'est plus peut-être avec les autres outils qu'on a qui peuvent aider justement. Fanny, lors du premier épisode avec Marie-Josée Thibert, notre invitée spéciale qui est la fondatrice d'Endométriose Québec, on a parlé beaucoup de l'endométriose. On sait maintenant qu'il peut y avoir énormément de symptômes différents chez toutes les femmes qui sont atteintes, mais est-ce que tu pourrais parler un peu de ce qui est ressorti en général, là, selon toi? Donc, le symptôme principal pour l'endométriose, c'est vraiment les douleurs très intenses qu'on peut ressentir durant les menstruations. Ça, c'est vraiment le symptôme numéro 1 chez les femmes qui souffrent de l'endométriose, mais il y a des femmes aussi qui peuvent ressentir une douleur durant tout leur cycle menstruel. Est-ce qu'il y a des symptômes qui ne sont pas reliés du tout aux menstruations? Oui, et justement, c'est ça qui brouille un peu les pistes par rapport au diagnostic parce qu'il peut avoir un tas de symptômes en fonction aussi de l'endroit où est-ce qu'il est situé le tissu endométrial. Certaines femmes peuvent avoir des douleurs pendant les rapports sexuels, des douleurs durant la défécation ou pour aller uriner. Donc un autre symptôme aussi commun, c'est l'infertilité qui est présent chez près de 25 à 50% des femmes qui ont l'endométriose. D'ailleurs, c'est la première cause d'infertilité, l'endométriose, et pour certaines femmes, il peut ne pas avoir de symptômes du tout d'endométriose et c'est justement au moment des examens médicaux pour la fertilité que le diagnostic d'endométriose est posé. On est loin d'avoir toutes les réponses, Fanny, jusqu'à date, mais en date d'aujourd'hui, quelles sont les causes suspectées de l'endométriose?
Donc, c'est sûr que c'est une maladie qui reste encore très mystérieuse. On ne connaît pas encore toutes les causes, mais ce qui est avancé pour le moment, c'est des causes génétiques, donc des gènes spécifiques associés à la maladie, des causes héréditaires, comme on l'a dit, l'exposition à certains perturbateurs endocriniens et un dérèglement du système immunitaire. Et concernant ce dernier point, en fait, ce qui a été démontré, c'est que le système immunitaire, il n'arrive pas à éliminer le tissu endométrial qui est hors de l'utérus. Parce que c'est pas non plus un phénomène rare d'avoir en fait un reflux de sang lors des menstruations, donc du sang qui s'écoule pas vers le vagin, mais qui remonte jusqu'aux trompes. Mais en temps normal, le système immunitaire, il est capable de l'éliminer. Donc là, on voit que chez les personnes qui souffrent d'endométriose, leur système immunitaire n'arrive pas à éliminer ce tissu-là. Et il va avoir aussi une interaction entre le système immunitaire et ce tissu, envers lequel il va produire des anticorps, donc des molécules inflammatoires contre lui, mais il va aussi stimuler sa croissance. Donc là-dessus, il y a une activité qui n'est pas normale en fait. J'imagine, Fanny, qu'il y a plusieurs actions qui peuvent être entreprises pour mieux vivre avec l'endométriose de façon générale. Oui, en fait, l'idée, c'est d'adopter des habitudes de vie qui diminuent l'inflammation et l'activité vraiment plus importante du système immunitaire. Donc, une alimentation anti-inflammatoire. Des études ont montré qu'une alimentation riche en fibres, donc en fruits et légumes, réduite en viande, notamment en viande rouge, plus élevée en protéines végétales comme les légumineuses, ça permettait de diminuer les risques de développer l'endométriose. Il y a peu d'études malheureusement qui démontrent en fait l'impact de l'alimentation sur les symptômes de l'endométriose. Mais on sait en même temps qu'une alimentation riche en sucre raffiné, qui contient beaucoup d'alcool, qui contient beaucoup de caféine, des aliments hautement transformés, etc., ça peut entraîner plus d'inflammation dans le corps. Donc c'est sûr que si la personne souffre d'endométriose, on va aborder tout ça, puisque l'inflammation, c'est un des symptômes majeurs de l'endométriose. Oui. Une alimentation riche en fibres aussi. Il y a des études qui ont montré que la consommation importante de fibres, elle permet d'éliminer régulièrement les vieux oestrogènes. Donc les fibres aussi, elles permettent la croissance de nos bonnes bactéries intestinales et celles-ci peuvent aussi aider à éliminer les oestrogènes. Le fait d'avoir un grand nombre de bonnes bactéries, ça nous protège aussi contre les mauvaises bactéries. Si c'est l'inverse qui se produit, on parle d'un déséquilibre, donc plus de mauvaises bactéries que de bonnes bactéries. C'est ce qu'on appelle une dysbiose intestinale. Et en fait, ça fait partie aussi des hypothèses de la maladie. Donc il y aurait une origine microbienne à l'endométriose, parce qu'il y a une étude qui est parue le mois dernier sur des souris qui ont démontré qu'un traitement avec un antibiotique permettait de réduire les lésions de l'endométriose. Donc, le fait de favoriser un bon microbiote intestinal, ça pourrait prévenir peut-être l'endométriose, donc comme facteur de risque, mais aussi l'évolution des symptômes. De façon générale, au niveau des saines habitudes de vie, donc on parle du sommeil, la gestion du stress, l'activité physique, c'est sûr que ça a une influence sur la gestion de la douleur, le moral, etc., l'inflammation. Donc par exemple, une activité physique régulière, ça permet d'avoir des tissus qui sont en meilleur mouvement, ils sont plus oxygénés, donc on a moins de tension, ça relâche les muscles s'ils sont tendus à cause de douleurs lors des menstruations. On a parlé d'aliments qui pourraient alléger la maladie. Est-ce qu'il y aurait d'autres nutriments qui seraient aussi utiles pour quelqu'un qui est atteinte? Ouais, en fait, moi j'aime bien recommander le magnésium parce que ça aide à relaxer les muscles, donc ça peut diminuer les douleurs que la personne ressent, les tensions, etc. Le curcuma aussi, en fait, il y a des études qui ont montré qu'il y avait des propriétés anti-inflammatoires et anti-angiogéniques sur l'endométriose. Alors, l'anti-angiogénèse, c'est de limiter la croissance, la création de nouveaux vaisseaux sanguins, ce qui est en fait indispensable au tissu endométrial.
endométriale. Vu que c'est un tissu qui a besoin d'un apport régulier de sang pour proliférer, il faut qu'il y ait des nouveaux vaisseaux sanguins qui arrivent. Et le curcuma, ça permet de réduire la création de ces nouveaux vaisseaux sanguins autour du tissu endométrial. Le principe actif du curcuma, la curcumine, elle est malheureusement très peu disponible dans la poudre de curcuma qu'on utilise dans la cuisine. Okay. En fait, il faut des grosses doses de curcuma quand on cuisine pour avoir accès à cette curcumine et qu'elle reste aussi assez longtemps dans le corps pour agir. Donc moi, j'aime bien le recommander en capsule pour avoir des propriétés thérapeutiques, où est-ce qu'ils vont vraiment extraire la curcumine du curcuma, le mettre en capsule, et dans les études, on voit bien l'effet que ça a sur le corps avec la curcumine. Quel serait ton conseil pour en fait trouver le régime alimentaire qui nous convient? En fait, c'est comme toutes les approches qu'on va recommander en naturopathie, il n'y en a pas une qui existe qui va soulager à elle seule les symptômes de l'endométriose. C'est vraiment la combinaison de plusieurs interventions, mais c'est sûr que l'alimentation, ça peut jouer un gros rôle là-dessus. Alors, moi, j'aime bien proposer un test d'intolérance alimentaire où est-ce qu'on voit en fait la réaction du système immunitaire de la personne qui fait le test aux antigènes des dizaines et des dizaines d'aliments. Donc on voit clairement quelles sont les réactions du corps face à ces aliments-là pour voir si ça produit justement des anticorps, donc de l'inflammation, etc. Donc ça permet vraiment plus d'individualiser le régime alimentaire. Et puis, on va y aller vraiment avec les symptômes cliniques aussi. Moi, j'aime bien travailler beaucoup le journal alimentaire d'une personne pour qu'elle me nomme aussi les symptômes qu'elle ressent. Comme ça, je peux faire des liens. Elle aussi, elle peut faire des liens entre ce qu'elle mange et les symptômes que ça procure chez elle. De façon générale, une alimentation adaptée à la patiente, ça prend en compte sa santé digestive et son mode de vie. Il y a des études qui ont démontré qu'une alimentation sans gluten ou faible en FODMAP, alors les FODMAP c'est un type de glucides qu'on va retrouver notamment dans le blé, les légumineuses, certains fruits, certains légumes, qui vont entraîner en fait une aggravation des symptômes de l'endométriose. Donc le fait de réduire le gluten ou les FODMAP, ça peut soulager les symptômes. Selon toi, Fanny, quelles sont les ressources qui peuvent être à disposition pour mettre en place le changement en naturopathie? Alors, c'est sûr que peut-être qu'il manque un peu de ressources en naturopathie actuellement sur l'endométriose. Personnellement, moi j'ai entendu parler du livre « Vivre l'endométriose autrement » de Chris Martin, qui est une naturopathe qui exerce en France et qui donne des moyens naturels en fait pour soulager les symptômes. Donc elle parle de nutrition, d'habitude de vie, elle utilise des méthodes de gestion de la douleur, etc. Donc ça peut être intéressant pour avoir des outils concrets pour les femmes qui veulent avoir un peu plus de renseignements là-dessus. L'autre livre aussi qui vient de sortir, c'est Tout sur l'endométriose, soulager la douleur, soigner la maladie. Donc c'est un livre qui a été rédigé par une équipe d'experts pour répondre à des questions vraiment essentielles sur quels sont les signes qui doivent alerter, qui consulter, comment obtenir un diagnostic fiable. Mm-hmm. Donc ça peut être des ressources intéressantes. Sinon, de façon générale, les sites donc, des associations de l'endométriose, donc au Québec, en France, et les podcasts en fait. Ça peut être donc des outils concrets et intéressants pour aider et renseigner les femmes qui en souffrent. D'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver les liens des livres dont Fanny vient de nous mentionner sur notre site Internet. Tu nous as donné de l'information super précieuse, Fanny. J'aimerais te remercier vraiment d'avoir été notre invitée pour l'épisode 2. Ben moi aussi, je voulais vous remercier de m'avoir écouté, reçu. C'était un bel échange. Puis je suis vraiment contente de l'occasion que vous m'avez donnée là de parler de la naturopathie en fait. Un grand merci, Fanny. Merci à vous. Merci à Fanny d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous sa passion pour la santé naturelle. Pour la contacter, n'hésitez pas à consulter son site internet www.fvnaturopathie.com ou la suivre sur son compte Instagram. Si vous souhaitez nous suivre et nous encourager, n'hésitez pas à vous inscrire à notre infolettre via notre site web endoaide.org.
à vous abonner à nos comptes Instagram et Facebook et surtout à nous laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou votre plateforme de podcast préférée. Cela permettra à d'autres de nous découvrir plus facilement. On espère que ce deuxième épisode vous a plu et on vous donne rendez-vous pour l'épisode 3, le mercredi 3 juillet. Merci d'avoir été là et nous vous disons donc à très bientôt.